Bonjour, on démarre la deuxième vidéo sur la tectonique des plaques. Et cette deuxième vidéo démarre dans les années 60 en fait. On fait un petit saut dans le temps par rapport à celle qu'il y avait avant. Et c'est pour ça que j'ai mis cette petite image ici. Vous avez une grande scientifique de l'époque, biologiste, zoologiste, qui s'appelle Rachel Carson et qui était une des premières à avoir averti en fait, des dangers, par exemple des pesticides sur la nature, etc. Donc début des années 60, on commence à avoir des informations incroyables sur les fonds marins. Ça, c'est après la guerre, en fait, on a eu beaucoup de développement pour explorer les fonds marins, savoir ce qu'il y avait, la bathymétrie des fonds, mieux le connaître. On a développé tout un tas de techniques. Ça, c'est la grande révolution du début des années, du début de l'après-guerre jusqu'au début des années 60, qui vont amener, en fait, à cette théorie de l'expansion des fonds océaniques qui va précéder celle de la tectonique des plaques et qui va vraiment aussi entériner le processus de dérive des continents. Donc ce qu'il faut voir, c'est que avant la guerre, en gros, voilà ce qu'on connaissait des altitudes à la surface du globe. Donc tout ce qui est en noir, c'était des choses qui n'étaient pas connues. On ne connaissait pas le fond marin, la bathymétrie des fonds marins, lorsqu'on était relativement éloigné des côtes. Et en fait, quand on commence à faire toutes ces campagnes pour mieux connaître, où il faut faire passer les sous-marins, etc., ben, on découvre en fait des structures complètement folles dans les fonds marins. Donc vous les voyez, c'est qu'elles sont un peu vertes, qu'on suit ici, là, comme ça, un peu partout, et puis dans tout l'Atlantique. Ces structures-là qu'on appelle les dorsales, qui s'appellent déjà à l'époque les dorsales ou les rides médio-océaniques, c'est des montagnes sous la mer et des chaînes de montagnes sous la mer qui font, je ne sais plus, je crois que c'est 60-80 000 km, qui font tout le tour de la planète. Il y en a de partout. Et on n'avait jamais vu ça. Et du coup, forcément, c'est une observation de premier ordre qui révolutionne complètement l'approche de la différence océan-continent. Et il se trouve que ces montagnes sous la mer sont aussi des volcans, donc des zones magmatiques, volcaniques, d'une activité en fait interne de la planète. On découvre ça et ça change tout. On découvre aussi un peu mieux comment sont localisés les séismes. En fait, notamment après-guerre, on essaie de localiser, de localiser en fait les essais atomiques, les essais de bombes en fait, que font les autres pays. Et pour ça, on met des sismomètres. Et grâce à l'enregistrement du mouvement du sol, on arrive à savoir, de connaître les caractéristiques d'une explosion. Mais surtout, on enregistre tous les séismes qu'il y a sur la planète. Donc là, vous avez, voilà, c'est une carte qui est assez récente que j'ai faite. Ce qu'on remarque, c'est que les séismes sont localisés toujours un peu sur les mêmes zones. Ces zones, elles correspondent aux zones de dorsales. Donc ça confirme l'activité en fait de ces structures qu'on ne connaissait pas avant. Et puis on trouve aussi tout un tas de séismes, c'est les plus forts, qui sont aussi dans les lieux topographiquement, on va dire, d'élévation particulière, puisque c'est les plus grands fonds marins. C'est les fosses, ce qu'on appelait les fosses de subduction. Ces fosses de subduction, elles s'étendent jusqu'à, je crois que la fosse des Mariannes, c'est genre 12 km ou quelque chose comme ça. Voilà. Et puis vous trouvez aussi des séismes qui sont dans les continents, mais globalement, on les retrouve dans les océans, à la limite océan-continent, là où il y a les fosses, et autour des dorsales. Alors ce qui est super intéressant, c'est que on connecte du coup les aspects d'élévation à des aspects de déformation des roches avec les séismes. On fait ça pour les dorsales, mais aussi on fait ça, donc, comme je vous l'ai dit, pour les subductions. Et pour les subductions, il y a des choses qu'on connaît un peu depuis les années 30 à peu près. On arrive à localiser les séismes en profondeur. Donc là, vous avez en fait, donc ça on fait une coupe vers l'Indonésie. Vous avez ici la profondeur en kilomètres. Hein, donc c'est une coupe. Et vous avez en profondeur la localisation des séismes. Et ce qu'on voit, c'est que vous avez une fosse ici, une fosse de subduction avec des séismes. Et en fait, les séismes, ils sont selon des plans, comme ça. Et on les retrouve à des profondeurs jusqu'à 700 km au maximum. Donc on fait un lien en fait entre la surface aussi et la profondeur. Et ça, c'est des choses qui posent question aux scientifiques à l'époque. Comment ils vont y répondre? À partir de ces informations-là, au tout début des années 60, sans avoir beaucoup plus de choses, ils vont proposer ce qu'on appelait l'expansion des fonds océaniques. L'expansion des fonds océaniques, qu'est-ce que c'est? C'est de proposer que les dorsales sont le lieu
de formation d'une nouvelle croûte océanique, d'une nouvelle croûte océanique. Donc on a des remontées de matière qui arrivent là. Cette matière ensuite se déplace latéralement et jusqu'à retourner dans le manteau au niveau de la fosse océanique à travers ce qu'on appelle le processus de subduction. Donc on a des fonds marins en fait qui sont en mouvement depuis les rides vers les dorsales, avec un renouvellement sans cesse de ces fonds marins. C'était génial pour les géologues de l'époque parce que du coup ils pouvaient dire ici on crée des roches d'une nature différente de celle des continents, donc des roches plus denses, les basaltes sont plus denses que les granites, donc du coup si elles sont plus denses avec l'isostasie, on va pouvoir expliquer la différence d'altitude entre les continents et les océans. Et puis, vu que ces roches se renouvellent, eh bien, les roches des océans seront beaucoup plus jeunes que les roches des continents qui semblent, eux, des roches insubmersibles. Donc ça, c'est la proposition. Alors comment cette idée d'expansion des fonds océaniques va-t-elle arriver en fait à s'imposer? Elle va s'imposer par des observations fines en fait, de géophysique notamment. Parce que là, il s'agit maintenant d'explorer les fonds marins et c'est difficile d'aller sur le terrain, si vous voyez ce que je veux dire. Le concept hyper important, le premier pour ça, pour montrer cette expansion des fonds océaniques, c'est le concept de faille transformante. C'est un concept qui a été développé par un scientifique qui s'appelle Wilson dans les années 60. Donc il va regarder toutes ces failles que là vous avez, alors je sais plus, je crois que c'est dans l'Atlantique, ces grandes failles que vous avez ici là, qui font ces grandes failles que vous voyez là, celle-là aussi. Alors en fait elles sont surtout actives ici là, entre les segments. Donc ces failles elles relient les dorsales. Parfois elles relient même des subductions entre elles, ou une dorsale et une subduction, ça arrive. Voilà, alors lui il dit j'ai deux possibilités pour le mouvement de ces failles. La première possibilité, c'est la plus simple, ce serait celle que vous avez ici, où c'est marqué Transcurrent Fault, c'est-à-dire c'est une faille décrochante classique, dans lequel en fait les segments de dorsale, ils étaient en fait alignés, et puis il y a une faille qui les a coupés, et du coup ils se sont décalés. Voilà, donc un segment s'est décalé vers la gauche, un autre vers la droite. Dans ce cas-là, les dorsales sont ce qu'on appellerait des marqueurs cinématiques, c'est-à-dire c'est elles qui seraient des marqueurs du mouvement de la dorsale. En gros, ce seraient des marqueurs passifs de ce qui se passe. Ils n'auraient pas vraiment de rôle là-dedans. Ce serait juste, elles sont là. C'est des structures particulières, donc elles permettent de reconstituer le mouvement qu'il y a eu. Voilà, ça c'est une faille décrochante classique. Wilson dit, si on a de l'expansion des fonds marins et qu'en fait les dorsales sont un des acteurs majeurs des mouvements qu'on peut avoir à la surface du globe, à ce moment-là, on peut avoir un type de faille décrochante qui est différente. Et lui propose de les appeler transformantes parce que ce seraient des failles qui transformeraient une dorsale en une autre dorsale, un segment de dorsale en un autre segment de dorsale, un segment de subduction en un segment de dorsale, enfin voilà, qui ferait la transition en fait entre les dorsales entre elles et ou les subductions entre elles ou entre les dorsales et les subductions. Et à ce moment-là, le mouvement ne serait pas du tout le même que ce que vous avez là. Vous voyez ici, on en a une qui part vers la gauche, une qui part vers la droite. On en reparlera de ça en cours, comment on nomme ces failles-là. Ce qu'il propose, c'est que la faille transformante, elle, on est au départ déjà des dorsales qui sont séparées. Ces dorsales-là qui sont séparées, vous voyez là, ici, là, ils sont séparées, une ici donc et une là. Qu'est-ce qui se passe? Autour d'elle, il y a de l'expansion. Donc on a des mouvements. Ces mouvements que vous voyez ici à travers les flèches. Donc il y a ces mouvements d'expansion autour de la dorsale. Alors s'il y a ces mouvements d'expansion, on voit que dans toute cette zone-là, je vais avoir des roches qui partent ici, des roches qui partent dans l'autre sens, qui sont en contact. Ça veut dire que je vais avoir des forces ici qui vont être mises en œuvre et qui vont former des failles qui sont dans un sens de déplacement, vous voyez, qui est opposé
à celui que vous avez là. Et ce déplacement doit se faire uniquement entre les deux segments de dorsale. Donc en gros, j'ai une faille ici décrochante classique dans laquelle les dorsales sont des marqueurs du mouvement. Ici, j'ai une faille décrochante qui est, elle, la conséquence du mouvement des dorsales qui était comme ça au départ. Donc vous avez un mouvement de chacune des dorsales et vous expliquez ce qui se passe entre les deux. D'accord? Donc là, vous avez une conséquence de l'activité des dorsales. Ici, vous auriez en fait des dorsales qui n'ont pas d'impact sur ce mouvement de la faille. Donc lorsque j'ai ce genre de géométrie, si je suis capable, en tant que géophysicien, de savoir quel est vraiment le sens de déplacement du mouvement en fait le long de cette faille, je peux savoir si c'est celle-ci ou si c'est celle-ci. Et si jamais c'est celle-ci, alors je peux montrer que c'est l'expansion des fonds océaniques. Donc c'est ce qu'on appelle donc ces failles transformantes. Ces failles transformantes, il y aurait un mouvement qui serait donc lié à l'ouverture le long des dorsales, qui aurait lieu uniquement dans cette zone-là. Et on pourrait expliquer aussi pourquoi on a des grands changements topographiques à travers cette faille transformante, puisqu'en fait, dans la proposition qui est faite, les roches au niveau de la dorsale sont chaudes. Lorsqu'elles s'écartent, elles vont se refroidir et elles vont du coup se contracter et la bathymétrie du coup va s'enfoncer. Voilà. Comment on va faire du coup pour savoir si c'est bien ça qui existe? Alors avant ça, je vais vous refaire un petit exercice pour être sûr d'avoir bien compris sur une faille transformante que vous voyez là. J'ai un peu de mal aujourd'hui pour indiquer avec l'écran vert là. Qui se trouve donc du coup entre un segment de dorsale qui est ici et un segment de dorsale qui est là. Donc quel est le mouvement en fait de part et d'autre de cette faille? Si jamais on fait l'hypothèse que cette faille-là est une faille transformante, c'est-à-dire quelle est la conséquence de l'activité des dorsales. La manière de le savoir, c'est toujours pareil. On va mettre des petites flèches qui symbolisent quel est le mouvement autour de ces limites que sont les dorsales. S'il y a de l'expansion, voilà quel est le mouvement en fait de part et d'autre. Et ensuite, lorsque j'ai ce mouvement de part et d'autre, eh bien c'est relativement facile, puisqu'il suffit juste de se mettre le long de la faille et de regarder quel est le mouvement relatif de chacun des blocs en fait, de part et d'autre de la faille dû à l'expansion. Et donc vous avez ici tout ce bloc-là qui part du coup de ce côté contre tout ce bloc-là qui part de ce côté-là. Okay. Donc c'est comme ça que vous pouvez faire. On reparlera de ces failles qui ont des petits noms et tout pendant le cours en présence. Donc ce qu'il faut faire, c'est voir si quand on fait cette construction géométrique, en faisant l'hypothèse que l'expansion des fonds océaniques est vraie, est-ce que ça correspond en fait à la réalité? Pour le faire, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les mécanismes au foyer. Pareil, on va détailler ça aussi en classe. Les mécanismes au foyer, qu'est-ce que c'est? C'est on essaye de savoir à partir des signaux sismiques d'un séisme en fait, enfin d'une faille, du mouvement d'une faille, du coup d'un séisme produit par le mouvement d'une faille, on essaie de savoir, de reconstituer quel était le mouvement le long de la faille. Et en fait c'est possible parce que lorsque l'onde sismique se propage dans une certaine géométrie par rapport au plan de faille, en fait, on va pouvoir savoir si cette onde sismique arrive avec un premier mouvement qui est en compression ou en dilatation. Et à partir de ça, on va pouvoir reconstituer ce qu'on appelle le mécanisme au foyer. Les mécanismes au foyer, c'est des espèces de petits ballons comme ça, dont on reparlera. Toutes les zones qui sont en rouge ici, c'est les zones où on va recevoir les premières ondes qui arrivent, sismiques qui arrivent. En fait, elles vont avoir un mouvement de compression. Quand on est dans les blocs blancs, si on a des sismomètres, on va avoir des ondes sismiques qui vont transmettre un premier mouvement qui va être en dilatation. Et à ce moment-là, on peut reconstruire le mouvement le long de la faille que vous voyez ici. On peut arriver, grâce au mécanisme au foyer, à savoir comment a joué la faille juste à partir des sismogrammes, en étant loin en fait, du séisme. C'est ça le truc majeur, c'est grâce à l'enregistrement sismologique, je peux reconstituer quel était le mouvement de la faille en étant très loin, sans avoir besoin d'aller voir sur la faille comment tout ça a bougé.
Donc ça, c'est vraiment hyper important, parce que c'est des choses qu'on peut faire à l'époque. Et en fait, en faisant ça, en reconstituant grâce au mécanisme au foyer le mouvement des failles le long de ces failles qu'il y a dans les océans, on se rend compte que ces failles sont des failles qui sont transformantes. Donc on a vraiment l'existence de failles transformantes dans les fonds marins. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a du coup de l'expansion des fonds océaniques. C'est une preuve de l'expansion des fonds océaniques, puisque qui dit faille transformante dit expansion des fonds océaniques. Une deuxième observation qui était hyper importante, que vous connaissez, dont vous avez déjà parlé en fait en général au lycée, c'est les anomalies magnétiques des fonds océaniques. Donc ce que vous avez en fait ici, vous avez un enregistrement qui est fait par un bateau, comme celui-là, le long d'un transect. Vous avez ici la bathymétrie. Ici, en fait, au niveau 0, à l'axe 0, ici, il y a les volcans de la dorsale. Et puis ici, vous avez voilà, la bathymétrie de ce qui est autour de la dorsale. Ce qui est enregistré ensuite, là, en nanotesla, c'est les variations du champ magnétique par rapport au champ moyen qu'il y aurait à cette latitude sur Terre. Voilà. Si on faisait l'hypothèse du dipôle parfait, machin et tout, vous auriez un champ magnétique à cette latitude qui serait connu. Et on devrait normalement être ici sur le 0. Ça ne veut pas dire que le champ magnétique est de 0, ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'anomalie par rapport au champ magnétique moyen. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a des anomalies de ce champ magnétique. Vous voyez, cette courbe, elle change. Là, des anomalies négatives, positives du champ magnétique. C'est-à-dire que le champ magnétique mesuré, il est un peu supérieur à celui qu'on attend. Il est parfois un peu inférieur à celui qu'on attend. Il varie par rapport à la valeur qu'on attend. Comment on explique ça? La manière d'expliquer ça, c'est qu'il y a des sources magnétiques dans la croûte. Donc il y a des sources magnétiques dans la croûte océanique. Tout le travail en fait de ces observations-là, c'est de reconstruire quelle est l'aimantation des roches des fonds océaniques. En gros quoi. Hein, on a parlé tout à l'heure de l'aimantation des roches dans les continents, dans la première vidéo, où là on peut carrément avoir l'inclinaison, tout ça. Là il s'agit juste au moins de savoir si les fonds marins ils ont un champ magnétique qui est orienté dans le même sens que l'actuel. À ce moment-là, ça ferait une anomalie positive en surface du champ magnétique. Ou alors, l'aimantation est dans l'autre sens que le champ magnétique actuel, et ça fait des anomalies négatives du champ magnétique. Et ce que vous avez donc ici en gris, c'est l'aimantation des roches qui correspond à leur position. Hein, ici, vous avez la distance par rapport à la dorsale. Donc là, vous auriez la dorsale. À la dorsale, on a la même aimantation que l'actuelle. Et puis à un moment donné, pouf, de part et d'autre de la dorsale, l'aimantation devient opposée à l'actuelle, etc., etc. Donc on se rend compte de ce genre de truc-là. Et on remarque en fait que ces anomalies-là, elles sont souvent symétriques de part et d'autre de la dorsale. Et les scientifiques proposent un modèle en fait pour former ces anomalies magnétiques. Donc c'est ce modèle-là du tapis roulant, là, vous connaissez peut-être. En gros, si on retourne dans le passé, donc là on a l'enregistrement actuel. Hein, mais si on retourne dans le passé pour voir comment il s'est formé, on retourne il y a 4 millions d'années, vous avez en fait des roches qui se forment, magmatiques se forment dans les fonds marins, qui refroidissent et qui vont acquérir une aimantation. Cette aimantation, à l'époque, elle se fait dans un sens qui est opposé au sens actuel, parce que le champ magnétique de la Terre, en fait, il s'inverse, en fait. Il part d'un côté, il part de l'autre. Enfin, le pôle nord devient le pôle sud. Des choses dont on pourra reparler. Voilà. Et il se trouve que plus tard, à un moment donné, il y a une inversion du champ magnétique, et donc les roches dans les fonds marins, elles enregistrent en fait un champ magnétique fossile dans les roches, qui va être dans le sens à l'actuel. Voilà. Donc petit à petit, on a ces fonds marins qui se forment et qui enregistrent un peu comme une bande magnétique, hein, l'orientation du champ magnétique qu'il y avait à chaque époque. Et en fait, nous, grâce aux enregistrements magnétiques qu'il y a dans les roches des continents, on arrive à dater exactement quand est-ce que le champ magnétique s'est inversé. Donc quand on est à l'actuel, on a le champ actuel, on sait que la première inversion du champ magnétique, hein, c'est 0,7 millions d'années, des choses comme ça. Enfin, on arrive du coup à dater, en fait, à avoir des notions d'âge de ces fonds marins, et c'est ça qui est hyper performant, hyper pertinent aussi pour reconstituer ce qui s'est passé. Puisque si on a des roches ici,
des fonds marins qu'on sait qui sont formés il y a 2,5 milliards d'années, 5 millions d'années, pardon, 2,5 millions d'années à cet endroit qu'on retrouve ici aujourd'hui, alors ils ont parcouru telle distance en 2,5 millions d'années, et ça permet de savoir à quelle vitesse les fonds marins sont en expansion. Donc ces anomalies magnétiques, elles sont super puissantes parce qu'elles donnent des informations sur le rythme, sur la vitesse de cette expansion des fonds marins. Alors que les failles transformantes, elles nous disent juste, pour que ça existe, il faut absolument qu'il y ait une expansion des fonds marins. Voilà. C'est la différence entre les informations qu'on peut tirer des failles transformantes et des anomalies magnétiques des fonds marins. Ici, on a une notion de temps qui nous permet d'avoir une notion de vitesse des fonds marins. Donc ça, c'est vraiment la chose importante. Et puis, on va s'arrêter ici avec cette vidéo pour passer à la prochaine qui sera la théorie de la tectonique des plaques au sens strict de ce que c'est.